Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Dans un instant, on reviendra sur l'être humain est-il fait pour travailler après 60 ans. Mais juste avant de ce débat sur l'âge du travail, une petite parenthèse que vous trouverez désormais tous les vendredis dans les vraies voix responsables. Tous les mercredis, pour évoquer celles et ceux qui ont rebondi après plusieurs échecs. Ils se retrouvent au sein de l'association Les Rebondisseurs Français. Dans un instant, tout de suite. Et notre invité est bienvenue dans les vraies voix responsables. Et pour en parler, Isabelle Saladin est avec nous, cofondatrice de l'association Les Rebondisseurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, c'est une association que vous avez créée il y a 5 ans. Et oui, il y a bientôt 5 ans. Voilà, bientôt 5 ans. Finalement, ça vient d'une histoire personnelle, comme beaucoup. Ça vient d'une histoire personnelle et ça vient d'un constat. C'est vrai que c'est assez original, parce que créer une association quand on est soi-même chef d'entreprise, et le soir et le week-end, on va s'occuper un petit peu. Et en fait, c'est parti d'un constat assez simple, depuis même petite en fait. Je suis très chauvine, mais j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu aux États-Unis pendant un tiers de ma vie à aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu une différence de culture sur le oser, sur le prendre des risques, sur le créatif. Aller de l'avant. Et moi étant assez créative, en fait, j'étais très à l'aise là-bas et un peu frustrée chez moi. Et surtout, on mettait les personnes très vite dans des cases, dans des structures très cases. Et quand j'ai commencé à entreprendre et à créer ma première entreprise, il y a 20 ans de ça déjà, je me suis vite rendu compte par mon histoire personnelle, c'est-à-dire au moment où j'ai fait des levées de fonds, enfin, ça a commencé à grossir très très vite, une des premières marketplaces en France, que j'avais un problème en fait de courbe entre la trésorerie et la levée de fonds, donc ça suivait pas, malgré une croissance de 20 à 30% mensuelle en fait. Hein. Ah oui. Oui, mais il faut dépenser des sous, il faut aller chercher. Et donc là, je me suis retrouvée face à des investisseurs, en tout cas pas convaincus par le modèle des marketplaces il y a 20 ans. Voilà, le timing était un peu trop tôt et en fait donc ça a périclité. Ça a périclité parce que je m'étais déjà mis une barrière personnelle qui était de ne pas dépasser un certain montant, ou en tout cas de ne pas hypothéquer la maison, avoir un minimum, et on y arrivait. Donc j'ai déposé le bilan, comme il peut arriver à tout chef d'entreprise ou entrepreneur. Et là j'ai découvert deux mondes, le monde de mes pairs, PAIRS, où à chaque problème il y a une sorte de recroquevillement sur soi-même, l'effet escargot, on le dit à personne. Et l'autre, la partie administrative de mon pays, qui est assez rapide quand même pour mettre les gens dans les cases, ou en tout cas pour qu'elle s'appelle l'URSSAF ou qu'elle s'appelle beaucoup de choses. Là, on est coupable. Et à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle le 040, c'est-à-dire vous ne pouvez plus entreprendre, vous êtes fiché en fait à la Banque de France. Fiché à la Banque de France, je crois que ça a encore été plus violent pour moi que l'huissier des URSSAF que j'ai eu, parce qu'un entrepreneur qui crée de la valeur et des emplois fichés, qui s'engage. Fichés. J'ai trouvé ça d'une violence assez incroyable. Donc, Dieu merci, ça n'existe plus aujourd'hui. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes pairs, entrepreneurs. Et là, on s'est dit, on ne doit pas être les seuls. Et pourtant, le rebond, c'est une valeur économique majeure d'un pays. Rebondir, aller de l'avant. Justement, vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Est-ce que là-bas, on vit pas mieux l'échec et le rebond? D'ailleurs, vous disiez prendre le risque. En français, on dit prends un risque. En anglais, on dit take a chance. Exactement. C'est exactement. Est-ce que c'est pas exactement la différence entre les deux pays? Et ne chantez pas à bas take a chance on me. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas chanté, mais tout à l'heure peut-être. Mais oui. Sachant que je suis vraiment chauvine, donc je suis pas du tout pro-américaine. Par contre, ce côté-là, et d'ailleurs les grosses entreprises telles que Google ont comme phrase de clé à l'entrée test and failed, qui veut tout dire En fait, c'est très culturel. C'est-à-dire on ne peut pas créer, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas créer de la valeur si on prend pas de risque. C'est ça. Et si on prend un risque, comme tout enfant qui a appris à marcher, il a jamais réussi du premier coup. Enfin, je crois pas. On se plante à un moment donné pour prendre l'expérience, en fait. On appelle ça l'expérience. Là. Entre le moment, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient vécu forcément la même situation, et on est tous très nombreux à l'avoir vécu, entre le moment où vous tombez et le moment où vous relevez, c'est-à-dire que d'abord qui vous aide, comment vous faites et combien de temps ça prend, parce que c'est toujours ça aussi. Alors, ça dépend de la personne aussi, du rebond de la personne. C'est très subjectif, et c'est pour ça aussi qu'on a créé les rebondisseurs français, parce que tout ça c'est en amont. C'est-à-dire que le rebond, ça ne veut pas dire non plus avoir forcément planté sa boîte, ça veut aussi dire faire un pivot, et là on le voit avec tout le contexte économique actuel. Les entreprises ne peuvent pas rester sur le même modèle quand ils ont des salariés, mais faire un pivot, c'est prendre un risque monstrueux. Et ça, c'est un rebond. Il faut aller de l'avant, il faut rebondir. Se réinventer. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut anticiper, parce que bien avant les rebondisseurs français, donc il y a 5 ans maintenant, quand je parlais de ça, on me regardait avec des yeux, c'est un peu la loose, en fait. Alors qu'en fait, donc du coup, les gens prenaient beaucoup de temps, psychologiquement, pour assumer. Moi, j'avoue avoir eu la chance d'avoir un entourage entrepreneurial, donc il m'avait déjà dit à la base,
oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, comme dirait un célèbre acteur dans un film. Mais c'est vraiment ça, en fait, au final. Mais en fait, vraiment rendu compte que ça pouvait vraiment nuire à la santé des personnes physiques, ce regard des autres, en fait. Donc tout le travail des rebondisseurs français, quel que soit le rebond, qu'il soit on n'a pas planté sa boîte, on change de modèle économique, on fait un pivot, et d'anticiper au maximum. Dernière question, est-ce que finalement la devise des rebondisseurs français, ça pourrait pas être celle de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends? Bien sûr que oui, on n'a rien inventé, c'est la base, et il a bien raison. On ne peut pas être un entrepreneur sans cette faculté mentale, et qu'on soit entrepreneur, artisan, commerçant, start-up, PME, indépendant, c'est exactement la même base culturelle. En tout cas, chaque semaine, Isabelle Saladin, merci beaucoup, cofondatrice de l'association Les Rebondisseurs. Vous nous parlerez d'un exemple d'un entrepreneur qui a rebondi, en tout cas, même s'il n'est pas tombé. En tout cas, il a su se réinventer. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, au sommaire de cette émission, l'être humain est-il fait pour travailler après 60 ans, à la veille de la mobilisation prévue demain en France contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement Borne? Le véritable défi consiste surtout à augmenter le taux d'emploi des seniors, même s'il n'a augmenté en France ces 15 dernières années. Il stagne à 52% contre 56% chez nos voisins. Quel est l'impact de la retraite à 64 ans sur les arrêts maladie? Les seniors ont en moyenne des arrêts maladie beaucoup plus longs que les plus jeunes. Pour les 25-29 ans, l'arrêt moyen est de 23 jours. Pour les 55-59 ans, ça passe à 52 jours. L'arrêt passe à 76 jours en moyenne pour les plus de 60 ans. Et puis quel avenir pour les seniors et l'emploi? La plupart des secteurs d'activité manquent de bras et de compétences. Aux côtés des traditionnels acteurs déjà en forte tension, on voit des demandes de recrutement un petit peu partout, à des postes de cadre, de manager. Et là, les seniors ont-ils un senior comme quoi lapsus révélateur, ont forcément une carte à jouer. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Bienvenue dans Les Vraies Voix Responsables. Les Vraies Voix Sud Radio. Et avec nous, pour en parler, Christophe de Jaeger, qui est avec nous, c'est médecin spécialiste du vieillissement humain, auteur du livre Bien vieillir sans médicaments aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Et puis Alexandra Rieu est avec nous, spécialiste emploi senior, groupe Synergie. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez très bien, bienvenue sur Sud Radio. Et Jean-Emmanuel Roux, fondateur en 2018 d'une plateforme d'emploi Tepi Job pour les personnes de 50 ans et plus. D'abord, on va faire un état des lieux sur ces seniors. Je ne sais pas si Alexandra Rieu veut répondre. Où en sommes-nous sur les chiffres de l'emploi aujourd'hui? Concernant l'emploi des seniors? Oui, absolument. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai ce que vous dites, le taux d'emploi s'est amélioré. Donc on dit ça et on croit que c'est bon, mais en fin de compte, ça s'est amélioré sur les seniors jeunes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un senior jeune? Parce que là, senior jeune, voilà. C'est vrai. C'est la partie vraiment des 55-59. Ils sont encore dans la catégorie jeunes. Et c'est eux, effectivement, qui représentent la plus grande part. C'est après que ça commence à décroître et c'est là où c'est malheureux. Et il y a des répercussions très importantes pour eux. C'est-à-dire qu'à partir de 54 ans, les personnes ont vraiment du mal à trouver un emploi. Et plus on avance, et plus c'est difficile. Et les taux sont vraiment, je dirais même minables quand on arrive à 60 ans. Qu'est-ce que vous disent les entreprises aujourd'hui, vous qui faites du recrutement, quand vous dites, voilà, j'ai un profil intéressant qui a 50, 51, 52, 54, on vous dit quoi? Allez-y, parlons vrai. C'est écrit sur les murs. C'est important. Voilà, ça va dépendre de l'entreprise, du métier, bien évidemment. Tout ce qui est technique, là, il n'y a aucun problème, on n'en parle pas. On va dire que c'est plus sur le secteur du tertiaire que ça va poser problème. Oui, ce qu'on appelle le bâtiment, par exemple. Là, alors tout ce qui est technique, effectivement, l'industrie, là, on va chercher la compétence, on ne va pas regarder spécialement l'âge. Donc, la question de cette candidature ne va pas poser problème. Par contre, au niveau du tertiaire, là, ça va poser des difficultés. Je dirais que les entreprises qui jouent aujourd'hui plus le jeu, c'est les grosses entreprises qui ont des politiques RSE très importantes. Et c'est vrai que là, on s'améliore. Et là, il y a vraiment une ouverture puisqu'ils sont sur la diversité et l'inclusion. Donc là, on peut y arriver. Jean-Emmanuel Roux, à quel âge est-on senior? Et après, on va poser la question de manière différente au docteur de Gégère. Alors, moi, je dirais bonsoir d'abord. Bonsoir. Et je dirais, nous, c'est à partir de 50 ans. Mais dans les grands groupes dont parlait Alexandra, c'est même à partir de 45 ans. Ça démarre à 45 ans.
Ah, ça, 45 ans. Ça sent le sapin. Ça. Vous nous remontez le moral, c'est ça. Au fur et à mesure, les gens qui sont dans leur voiture, ils se disent j'ai échappé au pire. Bah non, finalement non. Bah non. Docteur de Gégère, vous avez entendu Alexandra Rio et Jean-Manuel Roux. Je vais utiliser un néologisme qu'on utilisait hier, la senioritude. Ouais. Pour vous qui êtes médecin, c'est la même dans tous les secteurs d'activité ou pas ? Alors, je vais d'abord vous décevoir très profondément ou vous faire peur, mais sachez que le vieillissement, qu'on appelle, parce que le vieillissement en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le vieillissement, c'est le temps qui passe, et en fait, de la conception à la fin de l'adolescence, le vieillissement, il est positif, c'est du développement. Mais dès la fin de l'adolescence, on rentre dans une autre partie de vie qu'on appelle la sénescence. Ah. Ça veut dire, donc c'est très tôt dans la vie. Je vois ça fait penser à sénilité, c'est pour ça que j'ai eu peur. Oui. Mais je vous vois grimacer et être inquiet tout à coup. Mais ceci étant dit, ça veut dire que progressivement, nos différentes capacités vont diminuer. Alors entre 20 et 30 ans, on se rend compte de rien. Entre 30 et 50, là, c'est le hold-up de la vie. Sincèrement, entre le boulot et la famille, on a nos 20 plus belles années qui disparaissent. Et ensuite, on est dans ce fameux carrefour de 50-60, où tout bascule dans l'organisme et ça devient très compliqué. Sachant qu'ensuite, c'est 60-70, et c'est ça où les maladies arrivent, et c'est l'espérance de vie en bonne santé dont tout le monde parle en ce moment. Et au bon accueil, bonjour. Restez avec nous. On revient dans quelques instants, la suite sur ce grand débat du jour. L'être humain. Il faut faire des prescriptions de Prozac à la fin de l'émission, Cécile. Non, on aura des bonnes nouvelles, vous inquiétez pas. L'être humain est-il fait pour travailler après 60 ans? Vous nous appelez 0826 300 300 si vous vous sentez trop vieux pour travailler ou si vous avez l'impression qu'on vous a dit bah non, malheureusement, on n'a pas de job pour vous. On vous attend au standard jusqu'à 20h. Bienvenue dans Les Vraies Voix Responsables. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans Les Vraies Voix Responsables. On est ravis de vous retrouver. On est à la veille d'une grande mobilisation où forcément des retraites. On va parler des retraites, mais on va parler surtout des seniors parce que c'est important. Et on se posait la question avec Philippe David. On se disait, est-ce que l'être humain finalement est fait pour travailler après à 60 ans? Et ben on a demandé à des spécialistes de nous accompagner jusqu'à 20h. Christophe de Gégère est avec nous, médecin spécialiste du vieillissement humain, auteur de ce livre Bien vieillir sans médicaments aux éditions du Cherche Midi. Je pense que je vais l'acheter juste après cette émission. Et Jean-Emmanuel Roux est avec nous, fondateur en 2018 d'une plateforme d'emploi. Elle s'appelle Tipeee Job pour les personnes de plus de 50 ans. Et puis Alexandra Rieu, spécialiste de l'emploi senior, groupe Synergie. On évoquait tout à l'heure senior, c'est à partir de quel âge? Et on se disait effectivement, Christophe de Gégère, oui, on périclite entre guillemets gentiment à partir de 20 ans, mais en fait, est-ce que l'âge de nos artères, est-ce qu'on forcément on n'est pas tous égaux face à la maladie, face au travail? Le point vraiment de bascule pour une entreprise finalement, c'est de se dire à partir de 55 ans, on peut commencer à avoir des problèmes. Est-ce que finalement c'est ça le point de bascule? Alors c'est compliqué de vous répondre sur l'entreprise. Moi, je vais rester sur l'humain. En réalité, il y a deux choses. Il y a la capacité physiologique et puis il y a l'expérience. Et cette expérience va croître. Et c'est vrai que les seniors, à partir... Alors, je n'aime pas beaucoup ce terme de senior parce qu'il est comme Jean-Emmanuel Roux, il n'aime pas du tout, non? Voilà, oui. Et il y a des telles différences entre les individus. Vous avez des gens qui vont continuer à être extrêmement performants très longtemps et qui, s'ils sont dans certaines entreprises, seront tout de même remerciés, et d'autres qui auront des difficultés. C'est tellement personnel. Et je trouve ce qui est très intéressant avec cette réforme, c'est que ça met au goût du jour cette notion d'espérance de vie en bonne santé. Et vous voyez le différentiel qui existe entre des gens qui ont de bons gènes, des gens qui ont un bon environnement, des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font, et d'autres où le travail finalement n'est pas une passion mais alimentaire, est une obligation. Et pour eux, c'est vrai. Pour eux, c'est vrai, ils travaillent, mais ils travaillent en attendant la retraite. Combien de gens j'ai croisés en se disant « Oh, j'ai encore 15 ans à tirer et ensuite je fais enfin ce que je veux ». Alors que d'autres sont juste à l'inverse. Ils se disent « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire pour rester actif, pour conserver mon job, etc., etc., le plus longtemps possible ». Donc, il y a derrière
derrière cela des réalités biologiques majeures. Et ce qui est important aujourd'hui, et c'est ça, et c'est là en ça que je rebondis par rapport à mes premières, mes premières constatations sur la sénescence, c'est qu'on peut être un véritable acteur de son vieillissement. Oui. Et très tôt prendre en charge, justement, travailler sur ces différentes choses qui s'altèrent pour les minimiser au maximum et arriver à 50 ans en pleine forme, arriver à 60 ans en pleine forme et dépasser. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on parle souvent de pénibilité physique, mais il y a une pénibilité mentale et il faut la travailler, cette pénibilité mentale, justement, se projeter toujours plutôt que de subir et s'imposer. Mais les deux, vous pouvez travailler sur les deux. Et la pénibilité mentale, elle peut très bien être en rapport avec effectivement vos conditions de travail, elle peut être en relation avec énormément de choses qui doucement vont vous altérer. Le stress est une des maladies du siècle et le stress est à l'origine ensuite va favoriser les maladies cardiovasculaires, les maladies cancéreuses, les maladies neurodégénératives. Et ce stress, il est vécu dans l'entreprise, il peut être vécu dans la famille, etc. Donc, tout ça peut se travailler. On n'est pas prisonnier de cela. Jean-Emmanuel Roux, dans quel secteur d'activité retrouve-t-on le plus de seniors et est-ce qu'il y en a certains, on posera après la même question à Alexandre Rieu, où ils sont totalement exclus? Alors, concernant les secteurs d'activité, il y a les secteurs d'activité bien sûr sous tension, mais ça fait un petit moment qu'ils sont sous tension et la crise sanitaire n'a pas arrangé surtout certains secteurs comme l'hôtellerie et restauration par exemple. Mais également dans les secteurs sous tension, on rencontre le service à la personne, le transport de personnes, le BTP. Mais aujourd'hui, en fait, on voit des difficultés de recrutement, je dirais ça depuis mi-2021, dans tous les secteurs d'activité. Après, j'ai pas vu d'exclusion complètement des seniors, peut-être sur les codeurs informatiques. Oui, je pensais à les métiers de la tech. Voilà. Mais moi, j'ai vu des entreprises revenir chercher des gens dans l'IT, des gens qui ont été directeurs informatiques ou responsables de réseau pour manager des équipes et on vient chercher les seniors, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'exclusion, si ce n'est les nouvelles technologies, en fait, les très nouvelles technologies. C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, il y a pas mal de jeunes qui changent de poste, donc il y a des postes vacants, on parle de pénurie, c'est peut-être justement un enjeu important. Alexandra Rieu, spécialiste emploi senior groupe énergie, pour les entreprises ou pour les seniors de se dire, voilà, on peut retourner dans l'entreprise parce que finalement on a déjà l'expertise et personne ne veut cette place, donc je peux la prendre. Même si vu comme ça, c'est pas très positif. Ouais, ça l'est pas du tout. C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a une tension dans un secteur qu'ils vont faire le chemin pour y aller. Non, ce qui est dramatique, c'est de pas les garder, pas les embaucher. Moi, ce qui m'a choqué, ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet, c'est que l'emploi des seniors n'amène aucune empathie de notre société. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on va en parler parce que c'est le sujet des retraites, comme on en a parlé en 2010. Et puis, on va laisser les choses se faire sur d'autres sujets. Moi, je travaille sur la RSE, je suis spécialisée sur l'égalité professionnelle. Ça amène d'autres sujets. Sur le handicap, ça a amené d'autres démarches. Mais c'est vrai que sur les seniors, c'est un sujet dont on va parler pendant 6 mois. Et ensuite, aucune mesure ne seront faites. Oui, enfin, souvenez-vous quand même que les politiques publiques à l'époque, on incitait les seniors à partir en retraite anticipée. Oui. Ça a été ça pendant des années. Oui, mais ça a eu forcément un impact. Oui, mais ça c'était il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'en 2010, on repart de 60 à 62. Donc c'était il y a déjà longtemps et qu'il n'y a rien eu de fait. Il n'y a eu aucune contrainte au niveau des entreprises. Effectivement, vous parliez du contrat de génération qui a été un flop total. Oui. Aujourd'hui, on parle de 64. Ok, super, on peut aller jusqu'à n'importe quel âge. Si à partir de 52, 54 ans, on ne vous donne pas d'emploi, c'est ça le gros problème. Et travailler physiquement à partir de 60 ans, on peut en débattre, mais si on ne vous donne pas d'emploi à partir de 54 ans,
Il n'y a pas de question. Et ben vous restez avec nous, on revient dans un instant. Jean-Emmanuel Roux, Alexandra Rieux et Christophe de Gégère, vous nous appelez 0826 300 300. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous vous sentez trop vieux pour l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver du travail? Et ben on a envie de vous entendre. 0826 je vais vous décevoir, 300 je me sens 300. pas trop vieux. Vous allez encore devoir me supporter. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle en revanche. Allez, restez Là, avec elle nous. tombe en dépression. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Est-on fait pour travailler après 60 ans? C'est les vraies voix responsables du soir, puisque demain, ça n'a échappé à personne, il y aura une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec nous pour en débattre, Jean-Emmanuel Roux, fondateur en 2018 d'une plateforme d'emploi Tipeee Job pour les personnes de 50 ans et plus, parce qu'il n'aime pas le mot senior. Alexandra Rieux, spécialiste emploi, désolé Jean-Emmanuel Roux, senior pour le groupe Synergie, et Christophe de Gégère, médecin spécialiste du vieillissement humain, auteur d'un excellent livre, Bien vieillir sans médicaments, publié aux éditions du Cherche Midi. Et Alexandra Rieux, si vous deviez vous faire un état des lieux justement sur ces seniors aujourd'hui, vous auriez envie de dire quoi, à part que les entreprises forcément ne sont pas très motivées pour les prendre, mais c'est quoi l'état des lieux? Du côté des personnes qui recherchent un emploi, oui, absolument. Ouais, franchement, c'est difficile. Il faut très clairement le dire. Tout le monde n'a pas la chance de faire toute sa carrière dans la même entreprise avec son pot de départ du tout. Donc, moi, j'accompagne des personnes qui ont pas mal d'accidents de trajet, on va dire, professionnels. Donc, ils en ont 1, 2, 3. Ça brise. Donc, c'est vrai qu'on parle de pénibilité physique. Ça, je l'entends parfaitement. Je connais bien le sujet. On ne parle pas non plus de tout ce qui se passe au niveau mental, de tous les burn-out qu'il y a. Et c'est vrai qu'on peut rebondir. Mais quand il faut rebondir pendant les 15 dernières années de sa carrière, franchement, chapeau. Ils sont assez désœuvrés. C'est très clair. Ils ne se sentent pas entendus. Alors que ce sont des profils mais carrément géniaux. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont des expertises et qu'on ne prend pas dans les entreprises pour ces expertises, mais pour autre chose? Est-ce que ce sont des temps complets? On parle beaucoup de temps partiel. On parle pas de CDI forcément. On parle de CDD, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de précarité. Il y a tous les parcours. Leur difficulté, c'est de rester en emploi. Ils peuvent avoir des missions, des CDD, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile d'alterner à partir de 54 ans des périodes où vous travaillez pas. Tout ça, ça fatigue énormément. Et puis, il y a quelque chose où ils se sentent quand même dévalorisés. Quand vous avez fait toute une carrière et qu'à partir d'un moment, on ne vous contacte plus, on ne vous prend plus, c'est difficile. Docteur de Gégère, est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir et qui vous disent à l'âge XYZ, je n'en peux plus de travailler? Est-ce que ça vous envoyez? Et est-ce que c'est plutôt pour des problèmes physiques ou des problèmes mentaux? Alors, je vais vous décevoir là aussi, parce que les gens qui viennent me voir sont plutôt des gens qui me disent, écoutez, j'aime ce que je fais, je veux continuer à travailler et ne surtout pas m'arrêter. Aidez-moi à rester en forme, aidez-moi à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on est en fait sur des populations qui sont très différentes. Aujourd'hui, ce qui me paraît important comme message, c'est que c'est cette capacité, ce devoir qu'auraient les gens à justement bien gérer leur capital santé. Ce capital santé peut être très différent en fonction des individus, en fonction des gènes, de etc. la génétique déjà. Par exemple. Mais il ne faut pas rester prisonnier de cette génétique. Il ne faut pas se dire j'ai de mauvais gènes, j'y arriverai jamais, etc. Et il faut faire une combinaison de programmes qui vont permettre à la fois au niveau cognitif, au niveau mental et au niveau physique d'améliorer ce capital. Et on peut améliorer ce capital. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et permettez-moi de dire quelque chose de très disruptif. Moi, je me souviens du premier congrès de gériatrie que j'ai fait aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, il y a plus de 40 ans. Et il y avait une salle qui était réservée à définir une nouvelle organisation de la société. Aujourd'hui, on est quoi? On fait formation, travail, retraite. Et là, l'idée, c'était de dire, OK, faisons formation, travail, vacances, reformation, retravail,
vacances, etc. Et ils imaginaient la façon de peut-être changer de métier, améliorer son métier. Et on ne serait en retraite qu'à partir du moment où on ne serait plus capable de travailler. Donc, tant qu'on serait capable de travailler, on travaille. Donc, vous voyez, il y a des tas de modèles différents. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut aussi réfléchir à ces modèles différents. Mais ça nécessite effectivement une volonté et ça nécessite de s'investir très tôt dans une vision différente. Le grand drame du vieillissement, c'est que les gens considèrent que c'est inéluctable. Quoi qu'il se passe, vous êtes sur cette pente qui est un petit peu comme un toboggan. Ils n'ont pas tort. C'est certainement quelque chose qui aujourd'hui est très réel, mais le toboggan, il est quoi? Au départ, on a du mal à descendre, ensuite ça s'accélère et on aimerait tellement que ça s'arrête ou pas, mais on va ensuite, c'est hors contrôle. Là, l'idée, c'est tout de même d'essayer de se dire le plus tôt possible, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cet état de santé? Mais ça nécessite une sacrée motivation. Oui, bien sûr. C'est clair. Jean-Emmanuel Roux, vous avez dit un mot, Christophe Degeer, vous avez parlé de la formation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de formation, d'alternance, voilà, pour une jeune génération. Il y a un moment donné, forcément, certains seniors, on se dit que l'avenir est fait de plusieurs métiers. Avant, on n'avait qu'un seul métier toute notre vie. Aujourd'hui, on a la possibilité de changer de métier. Est-ce que aujourd'hui, la formation pour les seniors est adaptée justement aux seniors? Alors, juste avant de revenir sur la formation, je voudrais quand même rebondir, c'est que il y a quelque chose que je trouve aujourd'hui que le monde ne voit pas encore, c'est qu'il y a une nouvelle génération de seniors. Mm-hmm. Et je vous invite dans les couloirs de Sud Radio à croiser quelqu'un qui a 60 ans et vous lui dites, traitez-le de personnes âgées, comme ça aurait pu être il y a 30, 40 ans en arrière. Il va pas comprendre. Il va pas vous comprendre, parce que pour lui, déjà, ce sont ses parents, les personnes âgées, qui sont toujours en vie, on vit aujourd'hui, on a encore à partir de la retraite 30 ans d'espérance de vie, surtout si on est une femme. Voilà, je laisserai monsieur le médecin répondre à ma place. Oui. Et en fait, cette génération de seniors, elle comprend pas, elle a envie de travailler, elle a envie de continuer pour ceux qui ont envie. Et on se sent pas vieux à 60 ans. Moi, je les ai pas encore, mais j'en suis pas loin. Et même si mon corps vieillit, mentalement, je me sens pas vieux. Et puis, je comprendrais pas pourquoi je serais exclu du monde de travail. Donc ça, je voulais quand même insister là-dessus. Mais vous avez raison, mais quand je disais, pardon, je vous coupe, à Alexandra tout à l'heure, Rieux, de dire que il y a encore quelques années, on envoyait les gens en pré-retraite, et quand Alexandra me dit, oui, mais maintenant c'est fini, mais on a tellement été marqué au fer rouge pendant des années, quand on vous disait, à 55 ans, il faut partir en retraite, mais même encore 20 ans après aujourd'hui, vous voyez bien que ça a marqué les gens, et qu'on continue à appeler des gens de 50, 55 ans, des seniors. C'est quand même absurde, le mot en lui-même est absurde. Mais cette génération va changer les choses, justement, la vision dans les années qui viennent, à très court terme. De toute façon, ceux qui sont ce que vous les appelez les seniors, ceux qui sont des seniors aujourd'hui, ils avaient 20 ans dans les années 70, ils ont changé un petit peu le monde. Pour les plus anciens, ils avaient 20 ans dans les années 60, ils ont remis la jeunesse en avant. Et pour ceux de ma génération, on avait 20 ans dans les années 80, qui étaient les années show et business, etc. Et on a changé aussi des choses. Donc, c'est je sais pas comment vous les appelez, mais globalement, tout le monde se souvient encore de ces années-là, 60, 70, 80. Il y a encore Star 80 a fait un succès phénoménal. Et donc, cette génération de seniors, elle va changer cette vision. Alors, c'est sûr que on les a envoyés en pré-retraite à une époque, mais c'était une génération d'avant. Pire, on nous a virés à 50 ans. Il y en a qui sont même pas partis en pré-retraite. On les a purement licenciés. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est cette génération-là, elle est de plus en plus nombreuse. En 2030, la majorité de la population aura 50 ans et plus. Oui. Donc, qui va se passer de cette population? C'est pas possible. C'est induit que les seniors reviennent dans l'économie et le travail. Et qui est généralement très experte et plein de compétences. Oui, docteur. Oui, moi j'approuve tout à fait ces propos. On est en train véritablement de changer. Mais j'aimerais tout de même insister sur 3 marqueurs différents qui sont amusants. On a l'âge chronologique. Oui.
qui est donné par notre date de naissance. Ça nous permet de déterminer à quel moment on va passer notre permis de conduire ou qu'on va voter, et à quel moment on va en retraite. Ça ne sert qu'à ça. Mais c'est tellement artificiel. Alors il y a 2 autres âges qui sont intéressants, qui sont l'âge ressenti. Et l'âge ressenti, en moyenne, dès qu'on arrive autour de 50-60 ans, il est de moins 10 ans, voire moins 15 ans. D'accord. Alors, c'est-à-dire que les gens se sentent toujours plus jeunes que leur âge normal, sauf s'ils ont des pathologies. Et en fait, à 20 ans, on a l'impression d'avoir 20 ans, et à 80 ans. Moi, j'ai 4 ans, mais d'âge mental, je vous le dis tout de suite. Oui, alors, j'aurais plutôt dit 3, mais bon. Alors, on vous laissera débattre sur l'âge mental. Mais il y a un 3e âge qui est intéressant, qui est le physiologique. Oui. Et l'âge physiologique, c'est l'âge réel. Et là, on rebondit sur, on a l'âge de vos artères. Vous savez que vous pouvez avoir 50 ans et des artères de 70 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut, grâce aux différentes prises en charge, on peut voir que vos artères à 50 ans, qui ont 70 ans, elles peuvent s'améliorer si on fait ce qu'il faut. Et donc, encore une fois, ce que j'aimerais qu'on retienne comme message, c'est qu'on n'est pas prisonnier de son âge. Et qu'il est dramatique d'être prisonnier de certains textes ou de certaines volontés, parfois politiques, bonnes ou mauvaises, de leur... que la société vous enferme dans un carcan, voilà. C'est ça. Ne vous laissez pas enfermer. Il faut sortir de ce carcan, et ça, c'est très important. Et on va revenir pour en parler de cette sortie de carcan, puisqu'on va essayer de trouver des solutions ensemble. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix responsables, on est ensemble jusqu'à 20h, 0826 300 300. N'hésitez pas de nous appeler. Moi, j'ai des copains qui me laissent des messages, qui me disent, moi j'ai 50 ans, je me sens très jeune. Oui, vous avez bien raison de nous le dire. Mais vous restez avec nous, et... on est ensemble jusqu'à 20h. 0826 300 300. Est-ce que vous vous sentez vieux? Est-ce que vous avez 50 ans? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous empêche de rentrer dans des entreprises? Est-ce que vous voulez trouver du travail ou vous voulez partir à la retraite? Vous avez le droit aussi. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix responsables. Est-on fait? L'être humain est-il fait pour travailler au-delà de 60 ans? On en débat avec le docteur Christophe de Jaegère, médecin spécialiste du vieillissement humain, auteur du livre Bien vieillir sans médicaments, publié au Cherche Midi, Alexandra Rieu, spécialiste emploi senior pour le groupe Synergie, et Jean-Emmanuel Roux, fondateur d'une plateforme d'emploi Tipeee Job pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, si vous avez monté, Jean-Emmanuel Roux, une entreprise, en tout cas fondé cette plateforme d'emploi des 50 ans et plus, c'est que finalement, il y a une demande peut-être qui s'accélère. C'est-à-dire que, et sur quels critères? Et qu'est-ce qu'on attend finalement de ces personnes de 50 ans, comme type de métier? Alors qu'ils sont un peu plus fatigués que les autres, théoriquement. Alors oui, il y a une demande qui s'accélère, et c'est vrai que tout est parti en 2018 parce qu'il y avait des difficultés à trouver de la main-d'œuvre extrêmement qualifiée. C'est parti de là, mais aujourd'hui, moi je rencontre des entreprises qui sont satisfaites d'intégrer des seniors dans leur effectif. Alors elles sont des fois arrivées au départ par la pénurie, par la difficulté, mais finalement, elles se rendent compte qu'il y a une vraie richesse. Si, par l'expertise, mais la pénurie, en fait, on vient chercher l'expertise quand on a une pénurie, parce que c'est souvent sur la main-d'œuvre qualifiée ou extrêmement qualifiée. C'est l'histoire des soudeurs, des centrales nucléaires, où il y en a plus, et on les a tous mis à la retraite, puis on a oublié de transmettre. Et moi, je suis vraiment fervent de la transmission, parce que dans toutes les civilisations, on a eu les anciens qui ont transmis le savoir aux jeunes, et depuis 20 ans, on avait oublié ça, en fait, il y avait une transmission. Et aujourd'hui, les seniors, en fait, ils apportent la stabilité à l'entreprise. Les entreprises ont beaucoup de turnover sur les nouvelles embauches, même sur leur recrutement. Ça va de 30 à 50% pour certaines entreprises. Et finalement, un senior, vous l'embauchez à 55 ans, même si 6-7 ans après, il part à la retraite parce qu'il veut plus travailler, mais il finit sa carrière. Ils ont une visibilité de 5 ou 6 ans, et il va venir avec son savoir-faire, mais également son savoir-être. Ouais. C'est une autre éducation du travail. Alexandra Rieu, pardon, excusez-moi, vous, spécialiste emploi senior groupe Synergie, qu'est-ce que vous aimeriez effectivement que les entreprises vous disent? Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos seniors, en disant, voilà, on va vous trouver du travail, voilà, c'est la façon dont il faut vous vendre?
Oui, on travaille énormément sur ce point. Nous, on anime énormément d'ateliers pour les personnes seniors, parce que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est le contact. On est dans une super situation où les gens ne se rencontrent plus. En tant que senior, vous avez plus de difficultés aussi à obtenir le rendez-vous pour passer l'entretien d'embauche. D'accord. Donc, nous, on fait Vous êtes un énormément facilitateur. Exactement. Moi, toutes mes actions, donc on emmène sur toute la France, on fait des cafés coaching où on donne un maximum de clés à une personne senior. Mais c'est quoi les clés, par exemple? C'est quoi les clés? C'est quoi C'est de savoir pitcher, parce qu'un senior, ça parle beaucoup. D'accord. Et le problème, c'est que ça parle tellement qu'un recruteur n'entend plus ce que la personne a à dire. Et une personne senior ne vous parle aussi d'emblée que de son âge. D'accord. Ah oui. Directement, c'est-à-dire on ne parle pas de compétences, voilà. Donc le CV est beaucoup trop long, donc on doit le changer. On doit parler des nouvelles méthodes de recrutement. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux aussi pour les amener à ça, sur la prise de confiance aussi. Et puis tout ça dans des cadres bienveillants. On fait des cafés coaching seniors depuis 10 ans et le lien, ça donne une force assez impressionnante. Et on les prépare à passer l'entretien. Mais Alexandra Rieu, je ne vais pas être politiquement correct, mais quand on voit l'effondrement du niveau scolaire par rapport à ce qu'on apprenait à l'école il y a 30, 40, 50 ans, est-ce que si on cumule la formation de base qui est bien meilleure et l'expérience qui est supérieure quand on est senior, les seniors, ce n'est pas des candidats rêvés? Vous pouvez répéter? J'ai pas compris là. Quand on constate l'effondrement du niveau scolaire, qui est beaucoup moins bon que ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Donc vous avez des gens qui ont été mieux formés, qui ont une expérience que les jeunes n'ont pas. Est-ce que les seniors, c'est pas les candidats rêvés que les entreprises voient pas? Oui, complètement. Ah, mais moi, c'est un non-sens. Sincèrement, c'est un non-sens pour moi depuis 10 ans de devoir autant me battre et que notre groupe mette autant d'énergie à convaincre un employeur d'embaucher un senior. C'est un non-sens complet. Est-ce que vous seriez, est-ce que vous pensez qu'il faut pénaliser les entreprises qui se libèrent de cette catégorie de personnes de plus de 50 ans ou qui n'embauchent pas? Est-ce qu'il faut aller comme entre les hommes et les femmes, l'égalité? Tout à fait, exactement, tout à fait. Depuis le temps que je travaille sur le sujet, il y a un moment, comme le bon sens n'a pas l'air de faire partie de notre pays, il y a un moment, il faut accélérer les choses. On ne peut pas leur demander de travailler jusqu'à 64 ans et de l'autre côté de les mettre à la porte. Ça fonctionne pas. Docteur, dans l'introduction, on parlait des arrêts maladie moyens. Pour les 25-29 ans, c'est 23 jours, 55, 59, 52 jours, 76 jours pour les plus de 60 ans. C'est uniquement les pathologies lourdes, cancer, etc., qui font et qui arrivent plus tard avec l'âge, évidemment, et Dieu merci. C'est ça qui crée la différence? Ou c'est parce que on s'écoute un peu plus pour le premier petit bobo? Non, je ne crois pas qu'il s'agit du premier petit bobo. Je crois que il y a une vision différente. Vous savez, là encore, vous utilisez des chiffres moyens. Et ces chiffres moyens, en fait, cachent des réalités extraordinairement différentes. Quand quelqu'un va devoir ou demande ou réclame ou a besoin d'un arrêt de travail, il est évident que il va avoir un temps de récupération qui est très différent à 20 ou 30 ans que s'il est à 50 ans, qu'il a déjà une hypertension, un problème bronchique ou cardiaque. Donc tout prend des dimensions différentes à partir d'un certain âge. Les conditions de travail sont importantes. Moi, ce qui m'effraie, c'est toujours ça. C'est comme quand on dit l'espérance de vie en bonne santé, en moyenne, est de 64 ans en France. Oui, mais vous avez vu les réalités? C'est plus ou moins 8, plus ou moins 10 ans, en fonction de... Et donc, si vous prenez chaque extrémité, c'est 20 ans de différence. Oui. 20 ans, un quart de la vie, en fait, qui est là-dedans. Moi, je considère que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et cette réforme de la retraite met l'accent sur quelque chose dont personne en fait ne parle comme acteur, c'est sa santé, c'est son capital santé. Il faut que chacun prenne conscience, et c'est l'objectif de ce livre, prenne conscience de ce qu'il a et de où il veut aller et dans quelles conditions. Et chacun, où qu'il soit en France, peut se prendre en charge. Alors d'abord très simplement, et puis un petit peu plus loin, en prenant, moi j'aime bien appeler le médecin traitant le complice santé, si vous voulez.
Et parce que le médecin traitant, il n'est pas juste là pour traiter des pathologies, il est là aussi pour conseiller, anticiper. Ouais, c'est ça. C'est le côté merveilleux de la médecine, c'est garder ses patients en bonne santé. Et c'est mon job, si vous voulez donc. Mais c'est le rêve de la plupart des médecins. Et il faut qu'ils y arrivent, et ils ont besoin aussi de gens qui le demandent aux médecins. D'accord ? Qui disent à leurs médecins